Lorsque l'enfant naît, il arrive qu'il soit porteur d'une maladie héréditaire. Comment cette maladie est portée par sa famille? Comment a-t-elle été vécue, énoncée ou tue, exposée ou cachée? La maladie peut altérer la généalogie, l'entraver de non-dits, et c'est cette histoire-là aussi que l'enfant reçoit. La cécité en héritage. Martine Aubé, jeune retraitée de 63 ans, a développé à l'âge de 40 ans une neuropathie optique de Leber, une maladie génétique ophtalmologique transmise par la mère. En ce week-end d'hiver, elle reçoit chez elle au Havre sa fille Anne-Cécile Navarre et son petit-fils Jim. Tous deux sont porteurs de la maladie, ignorent s'ils la développeront un jour ou non et vivent au quotidien avec cette épée de Damoclès au-dessus d'eux. Je sais qu'il y a une maladie dans ma famille. Je sais que c'est sur les non-voyants, que ça touche le nerf optique et qu'on ne peut plus voir en 3 semaines. Comment on l'attrape? Et on l'attrape avec notre maman. C'est génétique, en fait, on se la passe tous. Sauf, par exemple, moi, ma maman, elle me l'a passée. Mais si j'ai des enfants, je leur passerai pas. Les garçons ne la transmettent pas. Le handicap de ma maman est intervenu lorsque j'avais 11 ans. La première fois, ça s'est manifesté lors nous allions faire les courses et ma maman nous emmenait en voiture une fois la semaine faire les courses. Et lorsque elle est arrivée au feu, elle n'a pas pu voir la couleur du feu et elle a été obligée de demander à mon frère de quelle couleur était le feu. Et c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à s'apercevoir qu'il y avait un souci. En fait, j'ai perdu la vue centrale, donc il me reste un minimum de vue périphérique autour du nerf optique, puisque c'est une maladie qui détruit le nerf optique. Et je vois des ombres à la lumière, voilà, tout ce qui est la lumière, des ombres, les couleurs quand elles sont très marquées. Nathalie Ray et Baptiste Tougeron sont les parents d'une petite Candelaria âgée de 2 ans et demi qu'ils élèvent à Paris. Candelaria, aveugle de naissance, est atteinte d'une amorose congénitale de Leber. Cette maladie résulte de la présence simultanée d'une mutation génétique portée par la mère et d'une mutation génétique portée par le père. Ça y est. Listo, ¿ya podemos continuar? On continue? C'est bon les bisous? Lors de la première rendez-vous avec le pédiatre après sa naissance, je pense qu'elle avait un mois, presque un mois. On s'est aperçu pendant cette première rendez-vous qu'elle n'arrivait pas trop à fixer le regard et qu'elle ne suivait pas trop les objets. Donc au début, on s'est dit que c'était très probablement un problème de maturité de vision, que ça allait s'arranger avec le temps. Et puis c'était le premier rendez-vous avec un ophtalmologue. Il examine bien, il prend son temps, il fait un examen plus profond et c'est là où il nous demande « Est-ce que vous êtes cousin ?» Mais alors on dit « Mais non, je suis colombienne, lui il est français, pas du tout. » Et il nous dit « Voilà, le comportement visuel de votre fille n'est pas du tout normal. Attendez encore quelques mois pour faire des tests plus focalisés sur la rétine, sur le fonctionnement de la rétine. Mais voilà. » Et il a noté quelque chose sur papier et... Au revoir. Au revoir. Et on rentre chez nous, on regarde le papier, c'était marqué « Possible amorose de Leber ». Le docteur Jocelyne Kaplan est directeur de recherche émérite à l'INSERM. C'est elle qui, en 1988, a créé la première unité de recherche en France dédiée aux maladies héréditaires de la vision. Au sein de l'Institut des maladies génétiques Imagine, installé sur le campus de l'hôpital Necker Enfants Malades, elle reçoit en consultation des patients ou des parents de patients atteints de maladies héréditaires de la vision. La première étape, c'est d'écouter les patients. Ils viennent, ils ont un vécu,
Ils ont vraiment un vécu douloureux. Donc moi, je leur demande de m'expliquer avec leurs mots l'histoire de leur affection, le début, l'âge de début, les signes de début, les signes qui les ont conduits vers un ophtalmologiste, quels ont été les diagnostics portés, car il est rare qu'un diagnostic soit porté immédiatement. Il y a souvent une grande errance de ce diagnostic. Quelles ont été les explorations proposées, ont-elles été faites? Il faudra avoir des éléments sur les parents, sur la fratrie des parents, sur les grands-parents, et en général, on s'arrête là. Tu lui donnes le paquet de feuilles de saupoudre? Ça y est. Oui, c'est déjà fait, j'en ai déjà vu. Voilà, donc on a mamie. Alors après, il y a les enfants. Alors, Faut trouver une photo avec alors tu fais Monique. d'abord tous les enfants et puis Oui, après, mais là, on va faire- Monique, il y a les enfants, il peut. Oui, mais c'est parce que la photo elle est comme ça. Annick. Il faudrait essayer de trouver une photo Voilà. avec Annick. Annick. Il faut quand même que tu mettes. Attends, il faut mettre un post-it pour ceux qui ont déclaré. mais mets déjà. Dédé, les- c'est qui? Non, Bah Dédé, il est là-haut, Dédé. tu mets pas les Oui, petits mais comment enfants ça maintenant. s'écrit? D-E-D-E. Attends, hein. Hop, on va refaire un petit mot. Donc il y a toi, il y a Attends, je vais pas me Dédé, tromper. il y a Monique. Monique, je m'attendais pas du tout à ce qu'on me dise que c'était une maladie génétique, que c'était irréversible. Et pourtant, dans la famille de ma mère, elle est toute seule comme fille, elle a 5 frères. Et ces 5 frères, dont un était complètement non-voyant et les autres malvoyants à des degrés différents. Moi, je n'ai connu qu'un de mes oncles qui était non-voyant. Et les autres, ma mère leur parlait pas, donc on les connaissait pas, que de prénoms et vaguement, parce qu'on n'en parlait jamais. Donc forcément, nous, ça nous était passé bien au-dessus de la tête et ça faisait pas partie de... C'était comme s'il faisait pas partie de notre vie, quoi. Adèle Driben est psychanalyste. Depuis plusieurs années, elle travaille au sein du service génétique de l'hôpital Necker et collabore régulièrement avec le docteur Jocelyne Kaplan. Il y a dans certaines familles l'information sur les risques de transmettre une maladie. C'est quelque chose qui circule, qui est dit, qui est connu, qui est l'objet des échanges. Mais il y a d'autres situations dans lesquelles cette question-là est difficilement abordée et difficilement abordable. Parfois, c'est quelque chose qui apparaît justement au moment d'une grossesse, alors que la personne concernée n'était pas au courant jusque-là. Hein. Et c'est ça se constitue parfois comme si c'était un secret. On sait très bien que les non-dits, ces secrets, ce sont toujours constitués dans une famille les points les plus douloureux de la transmission. C'est pas seulement tel ou tel gène porteur d'une maladie qui est objet de souffrance, mais c'est le silence, le non-dit, le secret qui peut se constituer comme un point beaucoup plus douloureux de la transmission qu'est la transmission du gène lui-même. Dans les filles, il y a moi et Monique, il reste 2 filles. Normalement, dans les statistiques, elles ne devraient pas déclarer, mais peut-être qu'elles déclareront quand même, on ne sait pas. Après, Personne ne peut savoir voilà. qui va l'avoir ou pas. Dans les l'avoir. petits-enfants, c'est uniquement tous les petits-enfants les enfants des filles. Des femmes, oui. Pendant longtemps, j'ai dit que mes enfants n'avaient pas fait la différence entre maman qui voit et maman qui voit pas. Mais je pense que c'était faux. C'est parce que moi, j'étais dans mon problème et je me suis pas rendu compte que eux, ils étaient malheureux, ils souffraient de cette situation parce que maman s'est mise à déprimer
Donc la dépression, maman qui ne peut pas faire réciter les devoirs, maman qui ne fait pas à manger comme avant, voilà, maman qui ne peut pas accompagner à la danse sa fille parce qu'on ne peut plus conduire. Suite à l'analyse génétique qui a été faite sur mon frère, on a vu que c'était la maladie qui était transmise à 100% par la maman, donc il n'y avait pas de chance qu'on passe à travers. Mais moi, je n'ai pas voulu me contenter de ça et j'ai voulu retourner voir la généticienne parce que intérieurement, j'étais pas bien et j'étais en colère. Et donc, dans les petits enfants qui ont transmis, il y a toi, non, moi, je suis Anne-Cécile, qui a transmis à Jim. Voilà. Ensuite, il y a Virginie, là-bas, qui a transmis à Noémie et Jonathan. Il y a Aurélie, qui a transmis à Chloé. Aurélie, Qui a transmis à Chloé. Chloé, là, Chloé, Ludivine, qui a transmis à Lilou. voilà. Ludivine qui a transmis à Lilou. Et je réfléchis, c'est tout. Noémie, elle peut donner la maladie. Et puis Lilou et Chloé aussi. Aussi, voilà. Et puis donc ceux qui transmettent, c'est Annick, elle transmet, Monique, elle transmet, Voilà. Chloé, elle transmet, Marie-Christine et Martine. Voilà. Voilà. Ne faites plus d'enfants, ça ira très bien. Une fois le diagnostic de la maladie authentifié, vient l'étape de l'identification de la ou des mutations responsables. Une mutation, c'est une faute dans la séquence du gène. La séquence d'un gène, c'est une petite carte d'identité formée d'un texte, un texte qui utilise un alphabet de 4 lettres qui vont donner 20 mots. Ces 20 mots sont les 20 acides aminés, et lorsqu'il y a une faute d'orthographe dans la séquence d'un gène, ça peut changer l'acide aminé, ça peut interrompre le cadre de lecture lorsqu'il y a une lettre qui saute, ou au contraire des lettres qui s'insèrent dans la séquence. Et lorsque vous lisez un livre avec une faute d'orthographe, vous comprenez le texte, vous dites simplement l'éditeur aurait pu faire attention, tandis que le code génétique, lui, ne comprend pas et s'arrête. La protéine donc sera trop courte, voire inexistante. Et c'est à cause de cet élément délétère que la maladie apparaîtra. Dale, pero primero vamos a atravesar y vamos del otro lado. Vamos, eso es lo que vamos a hacer. Alors, je me mets là, allez. Et tu me suis, mais attention, attention le poteau, mets les mains devant, voilà. Ven, sigue mi voz y y vienes corriendo rápido. Rápido, rápido. Allez. Allez, James. Vite, vite, vite. Listo? On attendait avec beaucoup d'impatience la réponse parce que pour nous, c'était essentiel de savoir voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Quoi. Pouvoir mettre un nom sur le vide et sur tout ce bouleversement de questions en étant jeune parent pour la première fois. Enfin, on voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé. Aquí hay mucho caliente, mira. ¿Sí oyes? Oh. Quand Madame Kaplan nous a appelés, donc à peu près 1 an et demi, presque 2 ans après avoir fait ce premier rendez-vous donc avec le docteur, elle nous a appelés en nous disant ça y est, on a des résultats, ça a été un peu plus vite que prévu, ce qui était quand même un petit peu long, et elle nous a dit on a identifié les gènes qui étaient déficients pour Candelaria,
Et du même coup, on a aussi identifié les gènes que vous portez et qui ont une déficience génétique. Le médecin généticien peut proposer aux patients qui désirent un second enfant un diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire une sélection d'embryons indemnes obtenus par fécondation in vitro et transplantés ensuite dans l'utérus. Le parcours est long et les chances d'une telle tentative sont de l'ordre de 25%. Le médecin peut également proposer un diagnostic prénatal, obtenu lui au cours de la grossesse, suite à un prélèvement placentaire à 12 semaines d'aménorrhée. Et donc Madame Kaplan nous a bien expliqué aussitôt, parce que nous on lui avait déjà fait part de notre souhait d'avoir un deuxième enfant. Elle nous a tout de suite expliqué qu'il existait des méthodes qui vont nous permettre d'aborder ou d'appréhender cette deuxième grossesse, sans parler déjà de naissance, de cette deuxième grossesse pour qu'on puisse savoir à l'avance si notre futur enfant va être atteint ou pas de l'amorose congénitale de Leber, et donc de faire des choix ensuite sur le processus à suivre et sur notre souhait à nous aussi d'avoir un deuxième enfant qui soit voyant. Allez, on continue? Le fait de proposer un diagnostic prénatal parce qu'on a pu identifier un gène et qu'on sait qu'il y a un risque pour l'enfant à naître n'est évidemment pas synonyme d'interruption de la grossesse. Les parents souhaitent être informés de la naissance d'un enfant qui va être de nouveau atteint de la même chose, parce que rien n'est plus terrible que la surprise à la naissance. Et c'est quelque chose qui est pas du tout simple lorsqu'on voit notre fille qui est très bien, qui arrive à se développer même mieux que d'autres enfants, qui est tout à fait heureuse telle qu'elle aime. Mais en même temps, nous, on a envie aussi. On a envie de vivre, d'être parents d'une manière, j'ai envie de dire, plus simple. Enfin, sans trop de questionnements, d'angoisse, sans ce parcours médical qui, des fois, est un peu difficile à supporter. On ne trouve pas tout le temps l'empathie chez les médecins, on ne trouve pas tout le temps l'accompagnement nécessaire, même si nos familles essayent d'être à côté. C'est quand même un parcours qui est très difficile à vivre. 1, 2, 3. On traverse. On traverse quoi? On traverse. Bébé. C'est vert? Allez, c'est vert, on peut traverser. Et ce qui va surprendre parfois, c'est la décision qu'ils vont prendre, qui ne sera pas forcément celle qu'ils ont prise au départ, ou celle qu'ils pensaient pouvoir prendre au départ. Parfois, ça sera d'interrompre une grossesse alors qu'ils pensaient le poursuivre, et vice-versa. J'ai un garçon de 11 ans qui s'appelle Jim. Il est vrai que j'aurais aimé avoir au moins 2 enfants, mais je me suis jamais permise de les avoir, car quand j'ai eu Jim, dès sa naissance, j'ai eu un grand sentiment de culpabilité puisque je lui avais transmis la maladie et je m'en suis énormément voulu. Maintenant, j'arrive à me détacher de ce sentiment, mais je sais que s'il déclare la maladie, je m'en voudrais toujours, quoi. Et je m'en suis voulu dès que je l'ai eu, puisque je me suis dit, est-ce que j'avais le droit de prendre la décision à sa place de lui donner la maladie, quoi. Et ce qui se révèle à ces moments-là, c'est selon les décisions qu'ils vont prendre, mais ce qui se révèle à eux, c'est la manière dont ils portent la maladie, la manière dont ils ont vécu cette maladie en relation à un des membres
de la famille qui a été atteint, que ce soit le père, que ce soit la mère ou une personne très proche, ou un frère ou une sœur. Moi, j'adore la musique. Quand on part en vacances, au lieu de prendre... Enfin, on prend des photos, mais on prend aussi beaucoup d'enregistrements de sons pour lui ramener un petit bout de nos vacances. Quand on part un week-end et qu'on la laisse chez mes parents, on lui ramène des sons de la mer, des sons des vagues, et on lui dit bah, ça c'est la Bretagne. C'est pas une photo, c'est des vagues, c'est des mouettes qui passent. C'est des odeurs. On lui ramène des coquillages, et donc c'est marrant parce qu'après quand elle entend une mouette, elle dit ah tiens c'est la Bretagne. Tu sais, on peut jouer. Tous les maïs, tu veux les Regarde. sortir? Tu Moi veux les sortir? Moi, je ne veux pas les sortir. Moi, je veux les sortir. Ah, maman, est-ce qu'on peut sortir les maïs? Oui, maman, je veux sortir les maïs. S'il te plaît, maman. C'est une petite fille qui nous a montré une façon différente de voir la vie, quoi. Pour moi, c'est une ouverture d'esprit exceptionnelle parce qu'on a été, par la force des choses, amenés à être parents, à être des parents plus créatifs, plus sensibles, plus tolérants et plus respectueux des autres. Mm-hmm. Je pense qu'elle est là pour nous montrer des choses d'une manière qui, pour moi, c'est quand même une vraie chance dans la vie d'avoir quelqu'un qui te force à voir les choses d'une manière, une manière différente. Maman, j'ai pas envie de jouer à l'accordéon. Ah, d'accord, bon, Laurent, si tu n'as pas envie, moi, je trouve que c'est génial, ça. Moi, j'aime bien l'accordéon. Moi, j'aime pas bien l'accordéon. Avoir divorcé, avoir fait construire une maison, l'avoir vendue, en avoir acheté une autre, faire plein de choses, voyager, m'occuper de mes petits-enfants. Donc je me dis, mais si j'avais pas été non-voyante, est-ce que j'aurais fait autant de choses? Peut-être pas. Bon, je ne saurais jamais, mais peut-être pas. Donc, et il y a des gens qui n'ont aucun problème de santé ou de handicap et qui ne font pas ce que je fais. Et donc, pourquoi ne pas avoir un enfant qui plus tard, si justement on lui apprend, on lui donne de toutes les cartes en main pour qu'il puisse bien vivre avec un handicap s'il le déclare, ben... Pourquoi pas avoir un enfant après, voilà. Mais aujourd'hui, je me dis que chacun décide, voilà, a le droit de décider d'avoir un enfant ou pas. C'est plus... C'est vrai qu'au départ, j'étais vraiment à dire non, il faudrait arrêter de faire des enfants pour que la maladie s'arrête. Après, qui dit qu'il n'y aurait pas une autre maladie? Peut-être que oui. La maladie me fait un peu peur quand même, oui, mais pas non plus tant que ça, mais quand même assez. Mais je me dis qu'on peut quand même s'en sortir parce que ma mamie, elle fait beaucoup de trucs. Comme je vous ai dit, elle fait de la piscine, la couture. Enfin, si je récite la liste, ça va être long. Donc, je vois pas pourquoi ma mamie s'en sortirait et pas nous, quoi. Au bout d'un moment, on sera bien habitué. De toute façon, même si c'est dur à vivre, faut faire avec. C'est quelque chose que la mer a rejeté. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels au 0811 703 300 www.unadef.com. Pour retrouver toutes ces informations ainsi que d'autres, le site internet de France 5 est à votre disposition, www.france5.fr/à vous de voir avec des tirets.
ou écrivez-nous, à vous de voir, France Télévisions, pôle France 5, 10-12 rue Horace Vernet, 92 130, ici les Moulineaux, Cedex-Neuf. Auteur-réalisateur, Claire Judrin et Fabrice Vacher. Producteur délégué, Emmanuel Schlumberger. Avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV. Avec la participation de France Télévisions, presse, Valérie Blanchet, production, Céline Raffestin, Thomas Bonnet, unité documentaire, Caroline Béard, Carole Wedcroft, Hervé Guérin. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.